La troisième fille de Agatha Christie. Traduit de l'anglais par Claire Duriveau. Chapitre 1er. Hercule Poirot était assis devant son petit déjeuner. À portée de sa main se trouvait une tasse de chocolat fumant. Il avait toujours été gourmand. Une brioche accompagnait le chocolat. Il approuva de la tête. Il avait essayé 3 établissements avant de pouvoir déguster une bonne brioche et découvert finalement une pâtisserie danoise infiniment supérieure à celle qui se prétendait française, située non loin de chez lui, et qui, en fait, n'était rien moins qu'une imposture. Au point de vue gastronomique, il s'estimait satisfait. Son estomac était en paix. Son esprit aussi. Peut-être un peu trop. Il avait terminé son œuvre maîtresse, une analyse des maîtres du roman policier. Il avait eu la hardiesse de parler d'une manière acerbe d'Edgar Allan Poe, s'était plaint du manque d'ordre et de méthode de Wilkie Collins dans ses effusions romanesques, avait chanté les louanges de 2 auteurs américains pratiquement inconnus, en bref, avait rendu hommage à ceux qui le méritaient et refusé rigoureusement cet honneur à ceux qui, à ses yeux, n'en étaient pas dignes. Il avait personnellement dirigé l'impression du volume, étudié les bonnes feuilles et, sans tenir compte du nombre incroyable de fautes d'impression, déclaré que c'était parfait. Il s'était beaucoup plu à poursuivre cet effort littéraire, à consacrer de longues heures aux lectures nécessaires à sa documentation, à renifler de mépris en jetant un livre loin de lui, n'oubliant pas, cependant, de se lever, de ramasser l'ouvrage indigne et de le placer soigneusement dans la corbeille à papier. À hocher la tête de satisfaction dans les rares circonstances justifiant une telle approbation. Et maintenant, il avait profité d'une agréable détente, indispensable après son effort cérébral. Mais on ne saurait se reposer éternellement. On a besoin de passer à ce qui suit. Malheureusement, Poirot n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Une nouvelle étude littéraire ? Il ne le pensait pas. Faire une chose bien et ne plus y toucher, c'était là sa maxime. À dire vrai, il s'ennuyait. Toute cette activité intellectuelle assidue à laquelle il s'était consacré avait trop duré. Il en avait contracté de mauvaises habitudes et particulièrement une certaine agitation. Poirot sirota une nouvelle gorgée de chocolat. La porte s'ouvrit. Georges, son domestique si parfaitement stylé, entra. Il affichait une attitude respectueuse, teintée d'admiration. Il toussa, puis murmura. Il hésita. Une jeune personne s'est présentée. Poirot le regarda avec une surprise irritée. « Je ne reçois pas à cette heure, » remarqua-t-il d'un ton de reproche. « Non, monsieur, » approuva Georges. Le maître et le domestique se regardèrent. Il leur était parfois difficile de communiquer entre eux. Par une inflexion de voix ou une légère insinuation, ou bien encore le choix d'un mot, Georges essayait de faire entendre que quelque chose pourrait être tiré au clair si la bonne question lui était posée. Poirot réfléchit à ce que pourrait être la bonne question dans le cas présent. « Elle est jolie, cette jeune personne ?» s'enquit-il prudemment. « À mon avis, non, monsieur, mais des goûts et des couleurs, on ne discute pas. » Poirot médita sur cette réponse. Il se souvint de la légère hésitation qu'avait eue Georges avant de prononcer « jeune personne ». Le domestique jugeait la société avec délicatesse. N'ayant pu déterminer à quel rang la visiteuse appartenait, il lui avait cependant accordé le bénéfice du doute. « Dirons-nous, Georges, que nous avons affaire à une demoiselle plutôt qu'à une jeune personne ? » ?»« Oui, monsieur, bien que ce ne soit pas toujours facile à déterminer de nos jours. » Il s'exprimait avec un sincère regret dans la voix. « A-t-elle donné la raison la poussant à souhaiter me voir ? » ?»« Elle a dit... » Georges articula les mots avec une certaine répugnance,
s'excusant ainsi par avance de devoir les prononcer. Qu'elle voulait vous consulter à propos d'un crime qu'elle aurait pu commettre. Hercule Poirot ouvrit de grands yeux. Pu commettre? Ne le sait-elle pas? C'est ce qu'elle dit, monsieur. Peu convaincant, mais peut-être intéressant. Il pourrait s'agir d'une plaisanterie, monsieur, avança Georges, fort réticent. Tout est possible, concéda Poirot. Toutefois, il est difficile d'admettre. Il leva sa tasse. Faites-la venir dans 5 minutes. Il avala la dernière gorgée de chocolat, repoussa la tasse et, se levant, marcha jusqu'à la cheminée où il lissa ses moustaches avec précaution dans le miroir placé au-dessus du manteau. Satisfait, il retourna à son fauteuil pour accueillir sa visiteuse. Il ne savait pas très bien ce qui l'attendait. Peut-être espérait-il quelque chose se rapprochant de son idéal féminin? Un idéal en perdition. L'expression désuète, beauté en détresse, était venue à son esprit, parfois romantique. Il fut déçu lorsque Georges réapparut accompagné de la visiteuse. Intérieurement, Poirot soupira. Devant lui, il n'y avait pas plus de beauté que de détresse apparente. Pouah, pensa Poirot avec dégoût. Ces filles n'essaient-elles donc jamais de s'arranger avec goût, de sortir de leur médiocrité? Celle-là, bien maquillée, habillée d'une manière plaisante, les cheveux arrangés par un bon coiffeur, pourrait être passable. Mais comme ça. La visiteuse devait avoir une 20aine d'années. De longs cheveux épars, de couleur indéfinie, lui tombaient sur les épaules. Ses grands yeux dénués d'expression étaient d'un bleu tirant sur le vert. Elle portait l'uniforme de sa génération, hautes bottes de cuir noir, bas ajourés en laine de propreté douteuse, jupe étriquée et long pullover de laine épaisse, trop large. N'importe quelle personne de la génération de Poirot n'aurait éprouvé qu'un seul désir devant cette jeune fille, la plonger au plus tôt dans un bain. Poirot avait souvent ce genre de réaction au cours de ses promenades le long des rues. Il rencontrait des centaines de filles, se ressemblant toutes et paraissant toutes aussi malpropres. Et cependant, celle-ci semblait avoir été d'abord noyée, puis repêchée dans la rivière. De telles filles, se dit-il, n'étaient peut-être pas réellement malpropres. Elles s'appliquaient à en donner l'impression. Obéissant à sa courtoisie habituelle, Poirot se leva, salua sa visiteuse et lui avança un siège. « Vous avez demandé à me voir, miss. Asseyez-vous, je vous prie. » La visiteuse eut une exclamation étouffée. Elle le regardait fixement. « Eh bien, » la pressa Poirot. Elle hésita. « Je préférerais rester debout. » Les grands yeux continuaient de le fixer, indécis. « Comme il vous plaira. » Le détective regagna son fauteuil et la surveilla. La jeune fille se balançait d'un pied sur l'autre. Elle baissa les yeux et reporta son regard sur Poirot. « Vous êtes vraiment Hercule Poirot ? » ?»« Sans aucun doute. De quelle manière puis-je vous être utile ? » ?»« Oh, c'est assez difficile. Je veux dire... » Poirot jugea qu'elle avait peut-être besoin qu'il aille à son secours. Il remarqua d'un ton conciliant. « Mon domestique m'a annoncé que vous désiriez me consulter parce que vous pensiez avoir commis un crime. Est-ce exact ?» La jeune fille hocha la tête d'un geste affirmatif. « C'est exact. » « Pourtant, ce n'est pas là une question qui admet le moindre doute. Vous devez bien savoir si vous avez ou non commis un crime. »« Eh bien, je ne sais pas comment m'expliquer. »« Voyons, » conseilla doucement le détective. « Asseyez-vous, détendez-vous et racontez-moi tout. »« Je ne pense pas... Oh mon Dieu, je ne sais comment. C'est tellement compliqué. J'ai changé d'avis. Je ne voudrais pas paraître grossière, mais vraiment, je crois que je ferais mieux de partir. »
Allons, courage. Non, c'est impossible. Je pensais que je pouvais vous demander conseil, mais c'est impossible. Vous comprenez, c'est tellement différent de... De quoi? Je suis absolument désolée et, encore une fois, je ne voudrais pas être impolie, mais... Elle eut un long soupir, regarda Poirot, détourna les yeux et brusquement laissa échapper. « Vous êtes trop vieux. Personne ne m'avait averti que vous étiez si vieux. Je ne désire pas vous offenser, mais... Voilà, vous êtes trop vieux. Je suis sincèrement navrée. » Elle fit volte-face et sortit, maladroite, empruntée, pareille au papillon qui se heurte à un abat-jour. Poirot, la bouche ouverte, entendit la porte d'entrée claquer. Il s'écria « Nom de... non !» Chapitre 2. Le téléphone sonna. Hercule Poirot ne sembla même pas s'en rendre compte. La sonnerie aiguë persista. Georges entra et s'avança vers l'appareil avec un coup d'œil interrogateur à l'adresse de son maître. Ce dernier eut un geste de la main. « Laissez. » Georges obéit et se retira. Le téléphone continua de sonner, irritant. Soudain, le silence se fit. Cependant, au bout d'un instant, la sonnerie retentit à nouveau. « Sapristi ! Ce ne peut être qu'une femme. » Il soupira, se leva et alla prendre le combiné. « Allô ? Êtes-vous... Est-ce bien Monsieur Poirot ? Lui-même. C'est Mrs. Oliver. Votre voix semble différente. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Bonjour, madame. Vous vous portez bien, j'espère. Oh, ça va. La voix d'Ariane Oliver avait son timbre enjoué habituel. La célèbre auteure de romans policiers et Hercule Poirot étaient en termes amicaux. Il est encore bien tôt pour vous déranger, mais j'ai une faveur à vous demander. Oui. Le repas annuel de notre club d'auteurs de romans policiers va bientôt avoir lieu et je me demandais si vous accepteriez de le présider. À quelle date? Le 23 du mois prochain. Un profond soupir emplit le combiné. Hélas, je suis trop vieux. Trop vieux? Que diantre voulez-vous dire? Vous n'êtes pas vieux du tout. Vous ne le pensez pas? Bien sûr que non. Vous serez merveilleux. Vous pourrez nous raconter à tous un tas d'histoires palpitantes sur de vrais crimes. Et qui voudra les écouter? Tout le monde? Monsieur Poirot, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Que vous arrive-t-il? Vous semblez contrarié. Je le suis, en effet. Ma sensibilité... Oh, et puis peu importe. Expliquez-vous, voyons. Pourquoi en ferais-je toute une histoire? Le mieux serait que vous veniez me voir afin de tout me raconter. Cet après-midi. Venez prendre le thé avec moi cet après-midi. Je ne prends pas le thé l'après-midi. Alors, je vous préparerai du café. Ce n'est pas l'heure de la journée à laquelle je suis habituée à boire du café. Un chocolat, alors? Avec de la crème fouettée. Ou une tisane. Vous adorez siroter des tisanes. Ou bien de la limonade, de l'orangeade. À moins que, si j'en trouve, vous préfériez du café décaféiné? Oh, ça non, par exemple. C'est une abomination. Un de ces sirops que vous aimez tant, alors? Et j'ai une demi-bouteille de Ribena dans le buffet. Qu'est-ce que c'est? Un sirop parfumé au cassis. Comment vous résistez? Et comment ne pas être ému de votre insistance ainsi que de votre sollicitude à mon endroit? J'accepte, chère madame, j'accepte. Ce me sera un grand plaisir d'aller prendre une tasse de chocolat chez vous cet après-midi. Je compte sur vous. Vous me confierez ce qui vous tracasse. Elle raccrocha. Poirot réfléchit un moment, puis composa un numéro. Allô, monsieur Coby? Hercule Poirot à l'appareil. Êtes-vous très occupé en ce moment? Assez, mais pour vous obliger, monsieur Poirot, et si vous êtes pressé, comme c'est généralement le cas, ma foi, je ne dis pas que mes jeunes gens ne pourraient pas suffire au travail courant. Hélas, je n'ai plus le personnel d'autrefois.
Aujourd'hui, les garçons ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils s'imaginent tout savoir avant d'avoir commencé à s'instruire. Mais voilà, on ne peut espérer trouver une vieille tête sur de jeunes épaules, n'est-ce pas? Je serais heureux de me mettre à votre disposition, monsieur Poirot. Peut-être pourrais-je m'arranger pour placer un ou deux de mes meilleurs adjoints sur le travail. Je suppose que c'est la besogne habituelle. Recueillir des renseignements? Monsieur Koby approuvait de la tête en écoutant Poirot énumérer les détails qu'il désirait connaître. Lorsqu'il en eut terminé avec monsieur Koby, le détective appela Scotland Yard, où il obtint un de ses amis. Quand, à son tour, ce dernier eut écouté la requête de Poirot, il répondit « Vous ne voulez pas grand-chose, hein? Un meurtre quelconque, n'importe où. Heure, lieu et victime inconnue. Si vous voulez mon avis, mon vieux, ça m'a tout l'air d'une farce. » Il ajouta d'un ton désapprobateur. « Je m'étonne que vous vous amusiez à perdre votre temps de cette façon. » À 4h15, ce même après-midi, Poirot se trouvait dans le salon de Mrs. Oliver, dégustant avec satisfaction une grande tasse de chocolat coiffée de crème fouettée. Son hôtesse déposa près de son invité une assiette pleine de ces biscuits appelés « langue de chat ». « Chère madame, que de bonté !» Poirot leva par-dessus sa tasse un regard quelque peu surpris sur la coiffure de Mrs. Oliver, et aussi sur le nouveau papier peint recouvrant les murs. Les deux lui étaient inconnus. La dernière fois qu'il avait vu son amie, elle se coiffait de façon sobre, presque sévère. À présent, ses cheveux formaient une masse de boucles et bouclettes arrangées en cascades compliquées qui lui encerclaient la tête. Le détective supposa qu'une partie de ce mascaret relevait de l'artifice. Il débattit dans son esprit pour savoir combien de mèches rajoutées pourraient se détacher à l'improviste si Mrs. Oliver venait brusquement à s'agiter, en proie à l'un de ses habituels accès de volubilité. Quant au papier peint, il le montra de sa petite cuillère. « Ces cerises, c'est nouveau ?» Il avait l'impression de se trouver dans un verger à la fin du printemps. « Estimeriez-vous qu'il y en a trop ? Il est tellement difficile de prévoir l'effet que donnera un papier peint. Préféreriez-vous l'ancien ? » Poirot se rappelait vaguement une quantité d'oiseaux exotiques aux teintes criardes, au milieu d'une forêt tropicale. Il eut envie de remarquer « plus ça change, plus c'est la même chose », mais il se contint. « Et maintenant ?» lança Mrs. Oliver, alors que son invité replaçait la tasse sur sa soucoupe et se renversait en arrière avec un soupir de satisfaction tout en essuyant des restes de mousse crémeuse sur ses moustaches. « De quoi s'agit-il » ? « Je puis vous dire cela tout bonnement. Ce matin, une jeune fille est venue pour me voir. J'ai suggéré qu'elle prenne rendez-vous. On a ses habitudes, n'est-ce pas ? Elle me fit répondre qu'elle voulait me rencontrer sans délai, parce qu'elle pensait avoir peut-être commis un crime. » « Voilà qui est étrange. N'en était-elle pas certaine ? » ?»« Justement pas, à ce qu'il semble. C'est inouï. J'ai donc prié Georges de l'introduire, et lorsqu'elle s'est trouvée devant moi, elle est restée plantée là, debout, refusant de s'asseoir et me fixant sans bouger. Elle m'a fait l'effet d'une idiote. J'essayais de l'encourager quand, brusquement, elle me dit qu'elle a changé d'avis, qu'elle ne voulait pas paraître impolie, mais que j'étais vraiment trop vieux. Que pensez-vous donc de ça ? » Mrs. Oliver s'empressa de réconforter son hôte. « Mais voyons, les jeunes filles sont toutes ainsi. Elles estiment qu'une personne de plus de 35 ans est à moitié morte. Elles n'ont aucun bon sens. Vous devez bien le savoir. » « Cela n'empêche que cette sotte m'a blessé. Humilié. À votre place, mon cher, je ne me tourmenterais pas pour si peu. Il est évident que la réflexion incongrue de cette personne était d'une grossièreté. Je vous en prie, chère madame, n'en parlons plus. Mais il n'y a pas que mon amour-propre qui ait été malmené. Je ne vous cache pas que je suis inquiet. Et même très inquiet. Si j'étais vous, j'oublierais cet incident. Je crains que vous ne me compreniez pas.
C'est au sujet de cette jeune fille que je suis inquiet. Elle vient à moi pour que je l'aide. Puis elle décide que je suis trop vieux pour lui apporter le secours espéré, j'imagine. Naturellement, elle se trompe. Mais avant que je puisse la faire revenir de son erreur, elle disparaît. Je vous dis que cette fille avait besoin qu'on l'aide. Je ne pense pas que ce soit aussi sérieux que vous vous le figurez. Les filles font toujours un tas d'histoires pour des bagatelles. Non, j'en suis sûre. Elle a besoin qu'on l'aide. Voyons, vous ne pensez tout de même pas qu'elle aurait vraiment commis un crime? Pourquoi pas? C'est ce qu'elle prétendait, en tout cas. Vous oubliez qu'elle employait le conditionnel. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi. Moi non plus. Ça ne rime à rien. Qui a-t-elle ou qui pense-t-elle avoir assassiné? Poirot marqua son ignorance par un haussement d'épaules. Et dans quel but? Nouveau haussement d'épaules de la part de Poirot. Bien sûr, les hypothèses sont nombreuses. L'écrivain commença à s'agiter, sa féconde imagination se mettant en marche. Peut-être a-t-elle écrasé quelqu'un avec sa voiture et ne s'est pas arrêtée. Ou bien, attaquée par un homme au bord d'un ravin, elle l'aura poussé dans le vide. À moins que, chargée de veiller sur un malade, elle se soit trompée de médicament. Ou encore, invitée à l'une de ces réunions où l'on se drogue, une bagarre a éclaté et, après s'être évanouie, votre visiteuse a repris conscience pour constater qu'elle avait poignardé quelqu'un. Assez, madame, assez. Mais son interlocutrice était trop bien lancée pour s'arrêter à la moindre injonction. Assistante dans une salle d'opération, elle aurait pu administrer une trop forte dose d'anesthésique au patient ou... Elle s'interrompit brusquement, cherchant à pêcher des détails plus précis. Comment était-elle, au fait? Poirot réfléchit un moment. Une Ophélie dénuée de charme. Mon Dieu! Lorsque vous la décrivez ainsi, je me la représente presque avec certitude. Comme c'est étrange. Désarmée devant les difficultés de l'existence. C'est ainsi que je l'imagine. Elle n'est pas de ceux qui viennent facilement à bout d'une difficulté ou savent flairer un danger. Elle est plutôt de ceux que l'on choisit en disant « J'ai besoin d'une victime, en voilà une qui fera l'affaire. » Mrs. Oliver n'écoutait pas. Les deux mains crispées sur son abondante coiffure, elle réfléchissait. Une attitude que Poirot lui connaissait bien. « Attendez !» cria-t-elle d'une voix angoissée. « Attendez !» Poirot attendit, les sourcils levés. « Vous ne m'aviez pas dit son nom » finit-elle par déclarer. « Elle ne me l'a pas donné. J'avoue que c'est regrettable. »« Attendez !» implora-t-elle à nouveau en un cri tragique. Brusquement, elle desserra son étreinte et une partie de sa coiffure se déroula sur ses épaules. Une mèche trop lourde tomba par terre et Poirot, la ramassant, la déposa discrètement sur la table. « Envisageons les événements dans l'ordre », reprit Mrs. Oliver, ayant recouvré son calme. Elle repoussa une ou deux épingles à cheveux et s'enquit. « Qui a parlé de vous à cette fille, monsieur Poirot ?»« Autant que je sache, personne. Elle a forcément entendu parler de moi. » Mrs. Oliver pensa que ce « forcément » manquait de modestie. Poirot se croyait universellement connu. En vérité, nombreux seraient ceux qui ne comprendraient rien à votre discours si vous faisiez allusion à Hercule Poirot, plus particulièrement dans la jeune génération. Mais comment lui faire admettre ça? Se demandait Mrs. Oliver, sans le vexer. Elle s'y risqua avec prudence. Je crois que vous vous trompez, mon ami. Les jeunes filles et les jeunes gens actuels ne savent pas grand-chose des détectives et de ce qui les concerne. Ils n'en entendent pas parler autour d'eux. Tout le monde doit avoir entendu parler d'Hercule Poirot, protesta le petit détective. C'était là une certitude bien établie à ses yeux. Mais ils sont tous tellement mal élevés à l'heure actuelle. Franchement, les seuls noms qu'ils connaissent, ce sont ceux des chanteurs yéyés ou des présentateurs de disques. S'ils ont besoin d'un docteur,
d'un détective ou simplement d'un dentiste, il leur faut requérir l'avis d'autrui ou bien écouter des conversations du genre « Ma chère, il faut absolument que vous alliez consulter ce merveilleux praticien dans Queen's Anne Street. Il vous plie les jambes 3 fois autour du cou et vous voilà guéri. » Ou encore « On m'avait volé tous mes diamants et si Henri l'avait appris, il aurait été furieux. Je ne pouvais donc pas avoir recours à la police. Heureusement, il y a un détective, un vrai magicien, ma chère, et des plus discrets avec ça, qui les a retrouvés. Henri n'a jamais rien su. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Quelqu'un a dû vous envoyer cette fille. J'en doute. Vous avez raison, car je m'en souviens à l'instant. C'est moi qui vous ai envoyé cette fille. Poirot la regarda, stupéfait. Vous ? Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Parce que cela vient seulement de me revenir à l'esprit. Lorsque vous avez parlé d'Ophélie, des longs cheveux de noyer, le genre plutôt quelconque, tout cela correspondait à la description d'une personne rencontrée récemment. Et brusquement, je me suis souvenu. Alors, qui est-ce ? En réalité, j'ignore son nom, mais je puis le découvrir facilement. Nous étions en train de parler de détective, et j'ai fait allusion à vous et à certains de vos étonnants exploits. Vous lui avez donné mon adresse ? Pas du tout. Je ne supposais absolument pas qu'elle avait besoin de vous consulter. Nous conversions sans but. Il faut croire qu'elle aura retenu votre nom, et dès lors, il y aura été facile de vous dénicher en ouvrant un annuaire téléphonique. Avez-vous parlé de crime ? Autant que je me le rappelle, non. Je ne sais même plus comment nous en sommes venus à aborder le chapitre des détectives. À moins... Attendez. Oui, c'est bien elle qui a amené la conversation sur ce sujet. Chère madame, même si vous ignorez son nom, essayez de vous souvenir de tout ce que vous savez sur elle. Eh bien, cela se passait le week-end dernier. Je me trouvais chez les Lorrimers. Ils n'ont rien à voir dans l'affaire, sauf que je les accompagnais chez des amis où ils étaient invités à prendre un verre. Il y avait un tas de monde chez ces gens-là, et je ne m'amusais pas beaucoup, car je bois très peu, et on fait toujours un tas d'histoires plus ou moins drôles sur mes goûts pour les boissons non alcoolisées. De plus, on me répète toujours les mêmes choses. Vous savez à quel point on aime vos livres, et il y a longtemps que je désirais faire votre connaissance. Tous ces bavardages me gênent, m'ennuient, et me donnent l'air stupide. Cependant, j'essaie de faire bonne figure. Il y a aussi mon affreux héros, le détective Sven Yertson, que le public adore. Si on se doutait à quel point je le déteste. Mais mon éditeur m'a interdit de le dire. J'imagine que la conversation a dû, de là, diverger sur les vrais détectives, et j'ai parlé de vous tandis que cette fille, non loin de moi, m'écoutait. Une Ophélie dénuée de charme, c'est exactement ça. Elle doit être un membre de la famille, à moins que je ne la confonde avec une autre. Poirot soupira. Avec Mrs. Oliver, il fallait sans cesse témoigner d'une grande patience. Qui sont ces gens auxquels vous rendiez visite ? Ils s'appellent Tréfusis ou Treherne, quelque chose dans ce genre. Lui est un gros bonnet, riche, un emploi à la cité, bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie en Afrique du Sud. Il est marié ? Oui, à une très jolie femme, beaucoup plus jeune que lui. Elle a une abondante chevelure dorée. C'est sa seconde femme. La fille est née d'un premier mariage. Il y a aussi un oncle, une véritable antiquité, assez dur d'oreille, mais terriblement distingué, avec une kyrielle d'abréviation à la suite de son nom. Un ancien amiral, ou général, je pense. Il me semble qu'il est aussi un peu astronome. Il y a une sorte de gros télescope qui dépasse du toit de la maison. Bien sûr, il se peut que ce ne soit là qu'une marotte. Je me souviens encore d'une jeune étrangère, trottant constamment derrière le vieux gentleman. Elle l'accompagne dans ses déplacements à Londres et veille à ce qu'il ne se fasse pas écraser. Elle est assez jolie. Poirot, occupé à trier les informations que lui transmettait son ami, avait l'impression d'être devenu un ordinateur humain. Donc, les gens qui habitent la maison sont monsieur et Mrs. Tréfusis.
Pas Tréphezis. Je me souviens à présent. Restaric. Cela me paraît un tout autre genre de nom. C'est bien un nom de Cournoye, non? Donc, nous avons Monsieur et Mrs. Restaric, l'oncle distingué. S'appelle-t-il aussi Restaric? Sir Roderick, quelque chose. Et il y a la jeune fille au père, qui n'est peut-être pas au père. Et enfin la fille. Unique? Je crois, mais je ne saurais l'affirmer. D'ailleurs, elle ne vit pas chez ses parents. Elle n'était là que pour le week-end. Elle ne s'entend pas avec sa belle-mère, à ce qu'on raconte. Elle a un emploi à Londres et un amoureux qui, d'après ce que je me suis laissé dire, ne plairait pas beaucoup à la famille. Vous me donnez l'impression de connaître un tas d'histoires sur cette famille. Oh, vous savez, on surprend des conversations intéressantes. Les Lorimers sont très bavards et ils discutent toujours sur les uns et les autres. Les ragots vont bon train. Mais de cette manière, il arrive parfois qu'on confonde tout le monde. C'est probablement ce qui m'est arrivé. Je voudrais me rappeler le prénom de cette jeune fille. Un prénom qui se rapporte à une chanson. Thora? Parlez-moi, Thora. Thora, Thora. À moins que ce soit Mira. Mira, oh Mira, mon amour est tout à toi. Est-ce bien cela? J'ai rêvé que je vivais dans un palais doré. Norma ou Maritana? Norma, plutôt. Norma Restaric. C'est cela. J'en suis sûre. Elle ajouta avec une parfaite inconscience. C'est une troisième jeune fille. Ne m'avez-vous pas dit que vous ne lui connaissiez ni frère ni sœur? En effet, quoique je n'en sois pas certaine. Mais alors, que signifie votre remarque? Grand Dieu, est-il possible que vous ignoriez ce qu'est une troisième jeune fille? Ne lisez-vous donc jamais le Times? Si, j'y lis les naissances, les décès et les mariages, et parfois quelques articles qui me paraissent intéressants. Je veux parler des petites annonces qui occupent, ou plutôt occupaient, la première page. Depuis qu'ils ont changé la place des petites annonces, j'ai décidé d'acheter un autre journal. Je vais vous montrer. Elle alla à une petite table où elle prit le quotidien, tourna fébrilement les pages et revint vers Poirot. Voilà, regardez. Troisième jeune fille, pour confortable appartement, 2e étage, chambre à part, chauffage central, Earl's Court. Troisième jeune fille pour partager appartement, 5 guinées par semaine, chambre à part. Cherche 4e jeune fille, Regent's Park, chambre à part. C'est ainsi que les jeunes filles aiment à vivre à présent, et c'est mieux qu'une pension de famille. La première loue l'appartement meublé et se dispose à en partager le loyer. La seconde est habituellement une de ses amies. Ensemble, si elles ne connaissent personne, elles en trouvent une troisième par les petites annonces. Et comme vous le voyez, très souvent, elles arrivent à caser une 4e locataire dans l'appartement. La première garde la meilleure pièce, la seconde paie un loyer moins élevé, la troisième presque rien, mais niche dans une alcôve. Elles décident entre elles laquelle aura la jouissance du logement une soirée par semaine. Ce système marche généralement assez bien. Où cette jeune fille, dont le nom est peut-être Norma, vit-elle à Londres? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais presque rien sur elle. Mais vous avez un moyen pour en apprendre davantage? J'imagine, en effet, que je puis aisément me renseigner sur son compte. Vous êtes certaine que personne n'a fait devant vous allusion à un décès imprévu? À Londres ou chez les Restaric? L'un et l'autre? Je ne pense pas. Voulez-vous que j'essaie de voir ce que je puis découvrir? Ses yeux brillaient d'excitation. Il était évident qu'elle s'adaptait avec enthousiasme à la situation. Ce serait très aimable à vous. Je téléphone aux Lorimers. C'est la meilleure heure pour les joindre. Elle alla au téléphone, tout en disant « Il faut que je trouve une excuse, que j'invente un prétexte. » L'air hésitant, elle se tourna vers Poirot qui la rassura. « Je vous fais confiance pour trouver une excuse plausible. Seulement, pas trop de fantaisie, n'est-ce pas? De la modération. » Mrs. Oliver lui lança un coup d'œil entendu. Elle appela le service des renseignements et demanda un numéro,
Puis, s'adressant à Poirot, « Vous avez un crayon, du papier, au cas où il me faudrait inscrire des noms, des adresses. » Poirot, qui tenait déjà son carnet à la main, acquiesça d'un signe de tête. Ayant obtenu sa communication, Mrs. Oliver se lança dans un long discours. Poirot écouta avec attention. « Allô? Puis-je parler? Oh, c'est vous, Naomi. Ariane Oliver. Oh oui, ma foi, il y avait tellement de monde. Vous voulez dire le vieux gentleman? Non. Vous savez bien que non. Presque aveugle. Je croyais qu'il allait à Londres avec la jeune étrangère. Oui, ce doit être un gros souci pour eux, mais elle semble assez bien s'occuper de lui. Figurez-vous, ma chère, que je vous ai appelé pour vous demander, entre autres, l'adresse de la jeune fille. Non, je veux parler de la fille des Restaric. Quelque part dans Southken, n'est-ce pas? Ou Knightsbridge? Je lui ai promis un livre et, comme d'habitude, je ne retrouve plus le papier où j'ai inscrit son adresse. Je ne me souviens même plus de son nom. Est-ce Dora ou Norma? Oui, je pensais bien que c'était Norma. Attendez, je vais chercher de quoi écrire. Je suis prête. 67 Borrowdance Mansions. Je sais, c'est ce grand bâtiment qui ressemble à Wormwood Scrubs. J'imagine que les appartements sont très confortables avec chauffage central et tout. Qui sont les deux autres jeunes filles avec lesquelles elle vit? Des amies? Elle les a peut-être trouvées par les petites annonces. Claudia Rhys-Holland. Est-ce la fille du député? Qui est l'autre? Non, il n'y a pas de raison pour que vous le sachiez. Elle est gentille aussi, j'imagine. Que font-elles? Toutes? Secrétaire, bien sûr. Ah, l'autre est une décoratrice d'appartements. Ou plutôt, elle s'intéressait à une galerie d'art? Non, Naomi, évidemment non. Je ne cherche pas vraiment à savoir. Je me posais simplement la question. Que font les jeunes filles de nos jours? De toute façon, cela m'intéresse personnellement pour mes livres. Il faut bien se tenir au courant de la vie moderne, n'est-ce pas? Que me disiez-vous au sujet d'un amoureux? Oui, mais on se sent tellement dépassé. À présent, les jeunes filles ne font que ce qui leur plaît. Est-il vraiment affreux, je veux dire, du genre sale et parasé? Oh, ce genre-là. Gilet broché et longs cheveux bouclés, lui tombant sur les épaules. Cela devient tellement difficile de différencier les filles et leurs amoureux, vous ne trouvez pas? C'est vrai, ils ressemblent parfois à un Van Dyck, quand ils sont jolis garçons. Que dites-vous? Qu'Andrew Restaric le déteste profondément? Il en est généralement ainsi chez les hommes mûrs. Marie Restaric? Je suppose que se disputer avec sa belle-mère est un comportement naturel, non? Elle a dû être contente lorsque Norma a trouvé un emploi à Londres. Que voulez-vous dire par on raconte des choses? Pourquoi n'a-t-il pas été possible de découvrir ce qui n'allait pas chez elle? Qui a raconté cela? Oui, mais qui chuchotait de telles choses? Oh, une infirmière l'a répété à la gouvernante des Jenners? Vous voulez dire son mari? Oh, je vois. Le médecin n'en a jamais été sûr. Non, mais les gens sont tellement méchants. Je suis de votre avis. Ces histoires-là sont généralement complètement fausses. Oh, c'était une maladie d'estomac? Mais que c'est donc ridicule. Des gens auraient fait courir le bruit que... Comment s'appelle-t-il? Andrew. Évidemment, ce serait facile avec tous ces herbicides qui traînent partout. Oui, mais pourquoi? Je veux dire, ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une épouse qu'il aurait détestée durant des années. Sa seconde femme, je sais, beaucoup plus jeune que lui et jolie. Oui, je suppose que c'est possible. Mais quelle raison aurait l'étrangère de le vouloir aussi? Elle aurait pu lui tenir rigueur d'une remarque désobligeante. Et c'est une assez jolie fille. Andrew aurait pu s'amouracher d'elle. Rien de bien sérieux, mais suffisamment tout de même pour contrarier Marie, au point qu'elle aurait dit son fait à l'étrangère et... Du coin de l'œil, Mrs. Oliver remarqua que Poirot lui adressait de grands signes. « Un instant, chérie, c'est le boulanger. » Poirot eut un haut-le-corps, offusqué. « Ne quittez pas. » Elle abandonna le combiné et se précipita vers le détective qui eut un mouvement de recul instinctif. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle dans un souffle. « Un boulanger,
protesta Poirot avec amertume. « Moi !» Il fallait bien que je trouve une excuse rapide. Pourquoi me faisiez-vous des signes? Vous avez compris ce qu'elle... Vous me raconterez tout cela. Pour l'instant, je souhaiterais que vous trouviez un prétexte qui me permette de rendre visite au Restaric. Un de vos vieux amis qui sera prochainement de passage dans la région peut-être, ou... Laissez-moi faire. Je trouverai quelque chose. Désirez-vous user d'un nom d'emprunt? Certainement pas. Essayons de rester le plus simple possible. Mrs. Oliver hocha la tête et retourna vivement au téléphone. Naomi, je ne me souviens plus de ce dont nous discutions. Pourquoi quelque chose arrive-t-il toujours au moment où l'on commence une bonne petite conversation? Je ne me rappelle même plus pourquoi je vous avais appelé. Ah oui, l'adresse de cet enfant, Thora, je vais dire Norma. Et vous me l'avez donnée. Mais il y avait aussi autre chose. Oh, je me souviens. Un de mes vieux amis, un petit homme des plus fascinants. D'ailleurs, je parlais justement de lui l'autre jour à cette soirée. Il s'appelle Hercule Poirot. Le hasard va l'amener non loin de chez les Restaric, et il est très désireux de rencontrer le vieux Sir Roderick. Il a beaucoup entendu parler de lui et l'admire profondément à cause de ses découvertes durant la guerre, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il serait très heureux de lui rendre visite et de lui présenter ses respects, pour reprendre son expression. Pensez-vous que ce soit possible? Oui, il arrivera probablement un beau jour, sans crier gare. Priez-les de lui demander de raconter une de ces merveilleuses histoires d'espionnage. Quoi? Oh, vos jardiniers? Oui, bien sûr, vous devez y aller tout de suite. Au revoir. Elle reposa le combiné et se laissa choir dans un fauteuil. Dieu, je suis épuisée. Ai-je été bien? Pas mauvaise. J'ai pensé que je ferais mieux de tout mettre sur le dos du vieux gentleman. Ainsi vous pourrez les voir tous, ce que vous désiriez, n'est-ce pas? Et une femme peut toujours paraître un peu perdue dans ses propos lorsqu'il est question de sujets scientifiques. Je vous fais confiance pour inventer une histoire plus plausible. À présent, il faut que je vous raconte ce que Mrs. Lorimers m'a appris. Au sujet de la santé de Mrs. Restaric? Tout juste. Figurez-vous qu'elle a souffert d'une maladie mystérieuse, maladie d'estomac, à laquelle les médecins ne comprenaient rien du tout. Ils l'envoyèrent dans un hôpital où, sans aucun traitement particulier, à ce qu'il semble, elle s'est remise assez rapidement. Mais, sitôt de retour chez elle, voilà les mêmes symptômes qui réapparaissent. Les médecins y perdaient leur latin. C'est alors qu'on a commencé à jaser. Une infirmière un peu trop bavarde en a parlé à sa sœur, qui en a parlé à une voisine, qui, femme de ménage, en a parlé partout où elle se rendait, en soulignant que l'affaire lui paraissait bizarre. On chuchota bien vite que le mari essayait d'empoisonner sa femme. C'est là une hypothèse qui vient naturellement à l'esprit, mais dans ce cas particulier, c'était invraisemblable. Naomi et moi, nous nous sommes demandé s'il ne s'agirait pas de la jeune fille au père. Je dis au père, mais en fait, elle serait plutôt une sorte de secrétaire, de dame de compagnie attachée au vieux gentleman. Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'elle ait administré de l'herbicide à Mrs. Restaric. J'ai entendu vos suggestions. D'ordinaire, les meurtriers ont toujours une raison plus ou moins valable, alors qu'ici... Poirot l'interrompit. On souhaite commettre un meurtre sans avoir eu le courage de le perpétrer. Chapitre 3. Mrs. Oliver engagea sa voiture dans la cour intérieure de Bodedance Mansions. L'emplacement réservé au stationnement était déjà occupé par 6 véhicules. La nouvelle venue hésita un moment, mais une des autos faisant marche arrière pour s'éloigner, elle se rangea vivement dans l'espace laissé vacant. La célèbre romancière sortit, claqua la portière et leva les yeux sur la façade du bâtiment qui se dressait dans le ciel. De construction récente, il paraissait uniquement fonctionnel et dépourvu de tout ornement. Une grande activité régnait alentour. Voitures et piétons entraient ou sortaient de la cour alors que la journée de travail touchait à sa fin. Ariane jeta un coup d'œil à sa montre. 7h moins 10.
elle jugea l'heure idéale, imaginant que les jeunes filles qui travaillent devaient être rentrées chez elles pour refaire leur maquillage, troquer leurs vêtements pour des pantalons aux dessins exotiques ou autres fantaisies, et ressortir plus tard, à moins qu'elles ne préfèrent passer la soirée dans leur appartement afin de s'occuper de petits lavages et de rangements. Bref, une heure assez bien choisie pour un visiteur ne voulant pas se casser le nez sur une porte close. L'est et l'ouest du bâtiment offraient la même apparence. Les deux blocs étaient creusés en leur centre de larges portes battantes. Mrs. Oliver choisit l'aile gauche, mais se rendit vite compte qu'elle se trompait, car là, les numéros allaient de 100 à 800. Elle repartit donc vers la droite. Le numéro 67 se situait au 6e étage. La visiteuse pressa le bouton de l'ascenseur, dont les portes s'ouvrirent, pareil à la bouche d'un bailleur qui menace de se refermer d'un seul coup. L'écrivain se précipita à l'intérieur, terrorisé par cet engin moderne. Bang! Les battants se refermèrent pour se rouvrir presque aussitôt, et Mrs. Oliver jaillit de la machine comme un lapin apeuré d'un taillis. Elle suivit le corridor et trouva la porte marquée 67 en chiffres métalliques fixés au centre du panneau. Le 7 tomba de lui-même au moment où elle s'apprêtait à sonner. « Décidément, cet endroit ne me plaît pas », grogna-t-elle en se penchant avec effort pour ramasser le chiffre et le remettre à sa place. Elle sonna. Peut-être n'y avait-il personne. Néanmoins, la porte s'ouvrit presque aussitôt. Une grande fille la regardait. Elle portait un ensemble noir de coupe parfaite, à la jupe très courte, un chemisier de soie blanche et d'élégantes chaussures. Elle était jolie, avec ses cheveux noirs coiffés en hauteur, son maquillage discret. Cependant, sans qu'elle pût en expliquer la raison, Mrs. Oliver demeura sur ses gardes. « Miss Restarick est-elle chez elle ?»« Non, je regrette. Puis-je lui transmettre un message ?»« Que c'est fâcheux !» La visiteuse montra un paquet mal fermé, enveloppé d'un papier brun. « Je lui ai promis un livre, un des miens, qu'elle n'a pas lu. J'espère que je me suis bien souvenu duquel il s'agissait. Elle ne sera pas bientôt de retour, je suppose. Je ne pourrais vous le dire, car j'ignore où elle est allée ce soir. »« Je comprends. Vous êtes Miss Reese Holland ?» La jeune fille eut l'air légèrement surpris. « En effet. Je connais votre père. Je suis Mrs. Oliver, et j'écris des romans. » Elle chuchota presque ces derniers mots sur un ton de fausse humilité. « Voulez-vous entrer un moment ?» Mrs. Oliver accepta l'invitation, et Claudia Reese Holland la conduisit au salon. Les murs de l'appartement étaient tous ornés d'un papier d'ameublement imitant la boiserie, et les meubles, modernes, se composaient d'armoires aux portes à glissières, d'étagères à livres, d'un large divan et d'une table à rallonge. Une affiche représentant un arlequin géant décorait un mur, et la peinture au pochoir d'un singe se balançant sur un palmier s'étalait sur un autre. « Je suis certaine que Norma sera heureuse d'avoir votre livre, Mrs. Oliver. Voulez-vous prendre quelque chose? Sherry? Gin ?» La jeune fille s'exprimait avec l'aisance de la parfaite secrétaire. Mrs. Oliver refusa. « Vous avez une vue splendide, » remarqua-t-elle en jetant un coup d'œil au dehors. Le soleil couchant qui inondait la pièce lui fit cligner des paupières. « Oui, ce n'est malheureusement pas aussi agréable lorsque l'ascenseur est en dérangement. Je n'aurais jamais pensé que ces engins refusaient parfois de fonctionner. Ils sont tellement semblables à des robots. L'installation, bien que moderne, n'est pas parfaite. Elle nécessite de fréquentes révisions. » Une autre jeune fille surgit dans la pièce. « Claudia, savez-vous par hasard où j'ai pu mettre ?» Elle s'interrompit à la vue de l'inconnu. Claudia procéda aux présentations. « Frances Carey, Mrs. Oliver, Mrs. Ariane Oliver. »« C'est merveilleux !» s'exclama Frances. C'était une grande fille élancée, avec de longs cheveux noirs, mais à qui un maquillage maladroit donnait un visage cadavérique. Ses yeux et ses sourcils étaient légèrement obliques, effet accentué par le mascara. Elle portait un pantalon de velours et un gros pull-over. Elle offrait un contraste frappant avec Claudia,
si vive et si femme d'intérieur. « J'ai apporté un livre que j'avais promis à Norma Restaric, expliqua Mrs. Oliver. Quel dommage qu'elle ne soit pas encore de retour de la campagne. N'en est-elle pas revenue ? Un moment de silence alourdit l'atmosphère. La romancière eut l'impression que les deux jeunes filles échangeaient un coup d'œil. Je pensais qu'elle occupait un emploi à Londres, ajouta Mrs. Oliver, désirant paraître surprise. C'est exact. Elle travaille pour un décorateur d'appartements, expliqua Claudia. À l'occasion, on l'envoie montrer des échantillons hors de Londres. Elle sourit. Nous menons des existences assez séparées, ici. Nous allons et venons, à notre guise. Sans même nous soucier de laisser un message pour les autres. Mais je n'oublierai pas de lui remettre votre livre lorsqu'elle sera de retour. Rien ne pouvait être plus naturel que cette explication banale. Mrs. Oliver se leva. C'est très aimable à vous. Claudia l'accompagna à la porte. Je dirai à mon père que j'ai fait votre connaissance, remarqua-t-elle. Il est un lecteur assidu des romans policiers. Refermant la porte sur la visiteuse, elle retourna au salon. Francis, accoudée à la fenêtre, se retourna. Désolée, Claudia, ai-je commis une gaffe ? Je lui avais seulement appris que Norma était sortie. Sa compagne haussa les épaules. Je ne pouvais le deviner. Où est cette fille, Claudia ? Pourquoi n'est-elle pas revenue lundi ? Où a-t-elle pu se rendre ? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle a peut-être prolongé son séjour chez ses parents. Elle devait passer le week-end avec eux. Elle n'y est pas. Je leur ai téléphoné pour le leur demander. Je suppose que ça n'a pas grande importance. Cependant, elle est... Il y a quelque chose d'étrange dans Norma. Pas plus que chez n'importe qui d'autre. Le ton de Claudia manquait de conviction. Oh si, parfois elle me donne la chair de poule. Je crains qu'elle ne soit pas très équilibrée. Brusquement, elle éclata de rire. Et vous le savez parfaitement, Claudia, malgré votre entêtement à refuser de l'admettre. Par fidélité envers votre patron, je suppose. Chapitre 4. Hercule Poirot marchait dans la rue principale de Long Basing. Si toutefois on peut appeler ainsi la rue unique d'une agglomération. Long Basing est un de ces villages qui ont tendance à s'allonger sans se préoccuper de s'élargir. On y voit une église impressionnante, avec un énorme clocher, et près de laquelle un vieil if, très digne, domine le cimetière-jardin. De droite à gauche de la rue s'alignent les magasins extraordinairement variés, dont ceux de deux antiquaires. L'un semblant s'intéresser exclusivement au devant de cheminées en bois sculpté, l'autre avouant une préférence marquée pour les vieilles cartes murales, les porcelaines, la plupart ébréchées, les anciennes commodes en chêne rongé par les vers, les étagères couvertes de cristaux et l'argenterie datant de l'époque victorienne, le tout mal mis en valeur faute de place. Il y a encore 2 cafés, tous deux assez mal tenus, un magasin où l'on vend des paniers, charmant avec sa grande variété d'articles façonnés à la main, un bureau de poste où l'on achète aussi des fruits, un marchand de tissus, surtout spécialisé en articles de mode, avec au milieu un immense comptoir où s'empilent les chaussures d'enfants, tandis que dans un autre coin, on trouve tout ce qui relève de la mercerie. Et il faut citer encore un marchand de journaux papeterie, qui s'occupe, en plus, de la vente du tabac et des bonbons. Un magasin de lainage est sans aucun doute l'aristocrate du coin. À l'intérieur, 2 femmes distinguées, à cheveux blancs, veillent sur une quantité d'étagères bourrées de pelotes de toutes les couleurs et, sur le comptoir, des paniers pleins de patrons. On a aménagé au fond un espace réservé à l'art subtil du tricot. Pour ce qui est de l'épicerie, elle s'est transformée en un supermarket avec ses paniers métalliques et ses rangées de boîtes de conserve aux emballages agressifs. Enfin, occupant une place à part, une petite boutique offrant au centre de sa vitrine étroite, où s'inscrit en lettres artistiques le nom de Lila,
un chemisier venu de France qu'une étiquette affirme être le dernier chic. Il voisine avec une jupe marine et un pullover écarlate, le tout disposé en un désordre recherché. Poirot observa l'ensemble d'un œil indifférent. Il remarqua, au cœur du village, une rangée de maisons étriquées, de style ancien, dont certaines avaient conservé la pureté de lignes datant des Trois Georges, mais la plupart révélant des signes d'amélioration qui portaient le cachet de l'époque victorienne, par exemple une véranda, une fenêtre en saillie, une petite serre. La façade d'une ou deux de ces maisons avait été surélevée et semblait donner à leurs propriétaires le droit de réclamer un respect dû à leur allure à la page. Poirot marchait lentement, enregistrant au passage tout ce qu'il découvrait. Si son impétueuse amie, Mrs. Oliver, l'avait accompagné, elle lui aurait tout de suite demandé pourquoi il perdait son temps à flâner alors que la maison qui l'intéressait se situait à 1/4 de mille des limites du village. Poirot lui aurait alors répondu qu'il tenait à s'imprégner de l'atmosphère locale, ce qui avait parfois une grande importance. À la sortie de la petite agglomération, la transition était brutale. D'un côté, en retrait de la route, se dressaient quelques maisons récemment construites par l'État, précédées chacune d'une pelouse, égayées par leurs portes aux couleurs vives. Au-delà, la campagne s'étalait paisible avec ses collines et ses haies de buissons et, çà et là, quelques-unes de ces demeures que les agents immobiliers appellent belles maisons de maître, régnant sur leurs arbres et leurs jardins, empreints de cet air mystérieux particulier aux propriétés privées. Assez loin devant lui, Poirot discerna une habitation à laquelle son dernier étage, sans aucun doute rajouté depuis peu, donnait l'aspect d'une assez extraordinaire construction arrondie. Il s'agissait certainement de l'endroit qu'il désirait atteindre. Le détective arriva à une grille portant le panneau « Cross Ages » et son regard se leva sur la demeure, qui datait probablement du début du siècle. Elle n'était ni jolie ni laide, tout simplement ordinaire. Le jardin, par contre, charmait le regard. On devinait qu'à l'origine, il avait été l'objet de beaucoup de soins et d'attention. Il montrait encore des pelouses bien tondues, un grand nombre de plates-bandes fleuries, d'arbustes disséminés avec goût. Un homme de métier s'occupait sûrement de ce jardin, pensa Poirot, et peut-être même les propriétaires y prenaient-ils un intérêt personnel, car il venait juste de remarquer, dans un coin près de la maison, une femme penchée sur une plate-bande, occupée, semblait-il, à rattacher des dahlias. Sa tête paraissait une masse d'or éclatant. Elle devait être grande et mince, avec des épaules carrées. Poirot poussa le portillon et s'avança. La femme tourna la tête, puis se redressa en dévisageant le nouveau venu d'un air interrogateur. Elle ne bougea pas, gardant à la main un sécateur. « Oui ?» Poirot la salua d'un geste élégant et s'inclina. Les yeux de la femme restaient fixés sur les moustaches du petit homme, comme fascinés. « Mrs. Restaric ?»« Oui, J'espère que je ne vous dérange pas, madame. » Un léger sourire effleura les lèvres de la maîtresse de maison. « Pas du tout. Êtes-vous... Je me suis permis de vous rendre visite. Une de mes amies, Mrs. Ariane Oliver... »« Oh, vous devez être monsieur Poiret. »« Poirot, » rectifia-t-il en accentuant sur la dernière syllabe. « Hercule Poirot, pour vous servir. Je passais dans la région et je me suis permis de venir avec l'espoir d'être autorisé à présenter mes respects à Sir Roderick Horsfield. »« Oui, Naomi Lorrimers nous a prévenus que vous pourriez arriver à l'improviste. »« J'espère que cela ne vous gêne pas. »« Pas du tout. Ariane Oliver se trouvait ici le dernier week-end. Elle accompagnait les Lorrimers. Ces livres sont des plus spirituels, ne trouvez-vous pas ? Mais que je suis sotte, vous êtes vous-même détective. Un vrai détective ? Je suis tout ce qu'il y a de plus réel dans le genre détective,
répondit Hercule Poirot. Il remarqua qu'elle réprimait un sourire. En l'observant avec plus d'attention, il nota qu'elle était belle, mais d'une beauté assez artificielle. Ses cheveux dorés étaient si serrés qu'ils en paraissaient empesés. Il se demanda si, au fond d'elle-même, elle possédait une grande assurance, ou si elle ne s'appliquait pas plutôt à jouer le rôle de la lady anglaise absorbée dans son jardinage. Il se posa aussi la question de savoir ce qu'avait pu être le passé de cette femme. « Vous avez là un très joli jardin, madame. »« Vous aimez les jardins ?»« Pas autant que les Anglais. Dans ce pays, vous avez un talent spécial pour ce qui touche au jardinage. À vos yeux, il possède une valeur particulière, que chez nous, nous n'apprécions pas à ce point-là. »« Vous voulez dire en France ?»« Je ne suis pas français, mais belge. »« Oh, en effet, je crois me souvenir qu'Ariane Oliver a mentionné que vous aviez appartenu à la police belge. »« C'est exact. Je suis un vieux chien policier belge. » Il émit un petit rire poli et reprit en agitant les mains. « Mais vos jardins, à vous autres Anglais, je les admire. Les races latines préfèrent les architectures régulières, les jardins de Versailles en miniature. Et de plus, bien sûr, ils ont inventé le potager, qui est très important. Ici aussi, vous avez le potager, mais il vous est venu de France et vous n'aimez pas les légumes autant que vos fleurs. Exact ? Oui, je crois que vous avez raison. Si vous voulez bien me suivre, je vous conduirai auprès de mon oncle. Je me suis permis de vous importuner dans l'intention de rendre hommage à Sir Roderick, mais je tiens à vous rendre hommage à vous aussi, madame. Je rends toujours hommage à la beauté quand j'ai la chance de la rencontrer. » Il s'inclina. Elle rit, légèrement embarrassée. « Vous allez m'obliger à rougir de confusion, monsieur Poirot. » Empruntant une porte-fenêtre, elle le précéda à l'intérieur de la maison. « J'ai fait vaguement la connaissance de votre oncle en 1944. »« Le pauvre, il est très âgé maintenant. Sa surdité augmente. »« Je crains qu'après tant d'années, il ne se souvienne plus de moi. Il s'agissait à l'époque d'une histoire d'espionnage liée au développement scientifique d'une certaine invention. Nous devions cette invention à l'ingéniosité de Sir Roderick. J'espère qu'il voudra bien me recevoir. »« J'en suis sûre. Son existence actuelle est assez dépourvue d'intérêt. Je dois me rendre souvent à Londres. Nous y cherchons une maison qui nous convienne. » Elle soupira et conclut. « Les gens âgés se montrent difficiles à vivre parfois. »« Je sais. Je le suis très souvent moi-même. » Elle éclata de rire. « Voyons, monsieur Poirot, vous n'allez pas prétendre être vieux. »« Pourtant, il arrive qu'on m'en fasse la remarque, » observa-t-il en soupirant. « Des jeunes filles, entre autres. »« C'est bien peu aimable de leur part, mais je sais que c'est, hélas, le genre de remarque que pourrait faire notre fille, par exemple. »« Vous avez une fille ? » ?»« Enfin, une belle fille. »« J'aurai grand plaisir à la rencontrer. »« Je crains que ce ne soit pas possible, car elle est à Londres. Elle y travaille. »« Toutes les jeunes filles ont un métier, de nos jours. »« Chacun de nous est présumé occupé à travailler, » répliqua-t-elle d'un ton assez morne. « Même après le mariage, une femme est souvent obligée de retourner au bureau ou à une chaire de professeur. »« Est-ce votre cas ? » ?»« Non, j'ai été élevée en Afrique du Sud. Je suis venue ici avec mon mari et l'Angleterre est encore un pays assez incompréhensible pour moi. » Elle jeta autour d'elle un regard que Poirot jugea dépourvu d'enthousiasme. Il se trouvait dans une pièce bien meublée, mais sans originalité ni personnalité. Deux immenses portraits se faisaient face. Une femme aux lèvres minces, vêtue d'une robe de soirée en velours gris, et un homme d'une trentaine d'années, avec un air d'énergie réprimée. « Je suppose que votre fille s'ennuie à la campagne ? » ?»« Oui, Londres lui convient mieux. » Elle s'interrompit et ajouta comme à regret. « Elle ne m'aime pas. »« Impossible !» s'écria Poirot avec une politesse toute française. « Malheureusement, si. J'imagine qu'il doit être assez difficile pour une jeune fille d'accepter une belle-mère. »
Votre fille aimait-elle beaucoup sa mère ? Je le crois. C'est un caractère difficile, mais je présume qu'elles sont toutes ainsi de nos jours. Poirot soupira. Les parents ont moins de contrôle sur leurs enfants. Ce n'est plus la même chose que par le bon vieux temps. C'est vrai. On hésite à aborder le sujet, mais je dois avouer que je déplore leur manque de discernement dans leur choix d'un... comment dites-vous ? D'un boyfriend ? Norma a été une source d'ennui pour son père à ce sujet, mais je pense qu'il ne sert à rien de se plaindre. Il faut bien que les jeunes fassent leur propre expérience. L'oncle Roderick a son appartement à l'étage. Elle le guida hors de la pièce sur laquelle Poirot jeta un dernier coup d'œil. Triste, sans caractère, mis à part peut-être les 2 portraits. D'après le style de la robe que portait la femme, il n'était pas récent et s'il s'agissait de la première Mrs. Restarick, il jugea qu'elle ne lui aurait pas été sympathique. « Ces portraits sont très bons », remarqua-t-il. « Oui, ils ont été peints par Landsberger. » Landsberger avait été un peintre fameux et très cher, 20 ans plus tôt. Son naturalisme méticuleux était à présent passé de mode et depuis sa mort, on ne parlait presque plus de lui. Ses modèles étaient appelés avec mépris accessoiristes, mais Poirot estimait qu'il valait mieux que cela. Il devinait un humour assez cruel, soigneusement dissimulé derrière les surfaces lisses. Grimpant les premières marches de l'escalier, à quelques pas devant lui, Mrs. Restarick déclara: « Ils viennent juste d'être sortis du grenier. Restaurés et... » Elle s'interrompit brusquement et resta figée, une main sur la rampe. Une silhouette venant de tourner l'angle du palier descendait à leur rencontre. Une silhouette assez baroque, paraissant vêtue d'un travesti, mais qui détonnait complètement avec l'atmosphère de la maison. Poirot était assez familiarisé avec ce genre de personnage, ayant eu plusieurs fois l'occasion de le croiser en multiples exemplaires dans les rues de Londres, et même dans des soirées. Un échantillon de la jeunesse actuelle. Il portait une veste noire, un gilet de velours prétentieux, des pantalons de peau très étroits et une masse de cheveux châtains bouclés lui tombant sur les épaules. Un air exotique et presque beau, bien qu'il fallût le dévisager un moment avant de deviner son sexe. « David, » lança Mrs. Restarick d'un ton acerbe, « que diable faites-vous ici ?» Le jeune homme ne parut pas troublé le moins du monde. « Je vous ai effrayé ? J'en suis désolé. »« Que faites-vous dans cette maison ? Vous êtes venu avec Norma ? » ?»« Norma ? Non. J'espérais la trouver dans sa chambre. »« Vous savez très bien qu'elle est à Londres. »« Ah, mais non. En tout cas, elle n'est pas au 67 Borrowden Mansions. »« Comment cela ? » ?»« Il semble qu'elle n'y soit pas retournée depuis le week-end. J'ai pensé qu'elle était restée ici. Je suis venu voir ce qui avait pu lui arriver. »« Elle est partie dimanche soir, comme d'habitude. » Mrs. Restarick ajouta d'un ton coléreux. « Pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte pour nous informer de votre présence ? Pourquoi rôdez-vous à travers la maison ? » ?»« Vraiment ? Vous avez l'air de croire que je vais voler les petites cuillères. Il est tout à fait naturel de pénétrer dans une maison en plein jour, non ? » « Nous sommes vieux jeux et n'aimons pas cela. »« Oh là là, les histoires que font les gens. Eh bien, ma chère, si je ne suis pas le bienvenu et si vous ne savez vraiment pas où est votre belle-fille, il vaut mieux que je m'en aille. Dois-je vous montrer le contenu de mes poches avant de partir ? Ne soyez pas stupide, David. Au revoir, donc. » Le jeune homme passa devant eux avec un signe vague de la main et disparut. « Une créature horrible, » affirma Marie Restarick d'un ton dont l'aigreur surprit Poirot. « Je ne peux pas le supporter. Pourquoi l'Angleterre est-elle surpeuplée de ce genre de type ? » « J'ai encore à l'esprit, » intervint Poirot, « certaines de ces excellentes histoires que l'on racontait à la ronde, et notamment celles vous concernant, le jour où on vous avait volé votre voiture. » Il relata l'aventure, ce qui ravit son interlocuteur. « Ah, bien sûr, un peu exagéré, mais exact. Oui,
Je ne m'attendais guère, cependant, à ce que vous vous en souveniez, après tant d'années. Mais je pourrais vous en raconter une meilleure. » À son tour, il se lança dans un récit. Poirot écouta et applaudit. Finalement, il jeta un coup d'œil à sa montre et se leva. « Je ne dois pas vous retenir plus longtemps. Vous êtes, je le vois, occupé à un travail important. De passage dans la région, je n'ai pu résister au plaisir de venir vous présenter mes respects. Les années passent, mais vous, je le constate, n'avez rien perdu de votre vigueur ni de votre joie de vivre. Peut-être. Ne me complimentez pas trop, cependant. Vous resterez bien pour prendre une tasse de thé. Je suis sûr que Marie vous en préparerait une. » Il regarda autour de lui. « Oh, elle est partie. Une gentille fille. Assurément, et très belle. J'imagine qu'elle est un grand réconfort pour vous depuis plusieurs années. » « Ils ne sont mariés que récemment. Elle est la seconde femme de mon neveu. Je vais vous parler franchement. Je n'ai jamais beaucoup aimé Andrew. Pas équilibré du tout, ce garçon-là. Son frère aîné était mon préféré. Ce n'est pas que je le connaissais bien non plus. Mais Andrew s'est très mal conduit avec sa première femme. Il l'a abandonnée pour s'enfuir avec une fille de rien dont il raffolait. L'affaire ne dura pas plus que quelques mois. L'imbécile. Celle qu'il vient d'épouser a l'air bien, parfaite même. Simon, lui, était un garçon stable, bougrement ennuyeux, toutefois. Je ne peux dire que j'ai été content lorsque ma sœur entra dans cette famille. Gros commerçants, c'étaient des gens riches naturellement, mais l'argent n'est pas tout. Par tradition, ma famille s'alliait toujours à l'armée. Je n'ai jamais beaucoup fréquenté la bande des Restariques. J'ai cru comprendre qu'ils ont une fille. Une de mes amies l'a rencontrée ici la semaine dernière. Norma, une petite sotte. Elle porte des vêtements horribles et s'est amourachée d'un type affreux. Ils se ressemblent tous, à présent, avec leurs cheveux longs, les beatniks, les Beatles, toutes sortes de noms. Ils s'expriment pratiquement dans une langue étrangère à la nôtre. Cependant, qui se soucie des critiques d'un vieillard. Marie, elle-même, j'ai toujours pensé qu'elle était l'exemple même de la parfaite épouse anglaise, mais elle aussi me paraît assez détraquée, du point de vue de la santé, je veux dire. Des histoires à propos d'un séjour à l'hôpital pour observation ou quelque chose comme ça. Prendrez-vous un verre? Whisky? Non? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une tasse de thé avant de partir? Merci, mais j'ai des amis qui m'attendent. Je dois dire que j'ai été content de bavarder avec vous. C'est bon de reparler des histoires du passé. Sonia, mon petit, peut-être reconduirez-vous, monsieur. Excusez-moi, votre nom m'a encore échappé. Ah oui, Poirot. Menez-le auprès de Marie, voulez-vous? Poirot se hâta de refuser. Non, non, je ne voudrais déranger Mrs. Restarick sous aucun prétexte. Je trouverai facilement mon chemin. Ce me fut un grand plaisir de vous revoir. Il quitta la pièce. Je ne sais absolument pas qui est ce bonhomme-là, constata sir Roderick après le départ de Poirot. Vous ne saviez pas qui il était? Demanda Sonia en le fixant d'un œil rond. Je ne reconnais pas la moitié des gens qui viennent me voir à présent. Bien sûr, je m'acquitte de mon devoir de façon très méritoire. On apprend à sauver la face. C'est la même chose au cours des réunions. Un type s'avance vers moi en m'interrogeant. Peut-être ne vous souvenez-vous plus de moi? La dernière fois que je vous ai vu, c'était en 1939. Il me faut répondre « Mais si, je me souviens », alors qu'il n'en est rien. C'est un triste désavantage d'être presque sourd et aveugle. Vers la fin de la guerre, nous nous sommes beaucoup liés avec un tas de Français comme celui-ci. Je les ai presque tous oubliés. Il était certainement avec moi, celui-là. Il me connaissait et, pour ma part, je me rappelle encore pas mal de ces noms auxquels il a fait allusion. L'histoire de ma voiture volée était authentique, bien qu'un peu exagérée. Ils en ont fait une anecdote célèbre à l'époque. Enfin, j'espère qu'il n'aura pas remarqué mon manque de mémoire. Un bonhomme intelligent, bien que typiquement français. Ne pensez-vous pas? Cette démarche affectée, c'est Salam Alek.
Voyons, où en étions-nous » La jeune fille prit une lettre qu'elle lui tendit en même temps que ses lunettes, mais il repoussa énergiquement ces dernières. « Je ne veux pas ces satanées machines. Je vois parfaitement bien sans elles. » Il cligna des yeux, penché sur la missive, mais il dut bientôt capituler. « Tenez, vous feriez peut-être mieux d'en prendre connaissance vous-même. » Elle commença à lire de sa voix claire et douce. Chapitre 5. Poirot s'immobilisa un moment sur le palier, la tête de côté. Aucun son ne venait d'en bas. Il s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil au dehors. Mrs. Restaric se tenait sur la terrasse, en contrebas, absorbée à nouveau par son jardinage. Satisfait, le détective hocha la tête et traversa le corridor à pas feutrés. Il ouvrit une à une les portes pour inspecter les pièces qu'elles protégeaient. Une salle de bain, une armoire à linge mural, une chambre d'amis où trônait un grand lit, une autre chambre, de toute évidence occupée par une femme et reliée à la pièce suivante par une porte de communication. Les appartements de Monsieur et Mrs. Restaric, sans aucun doute. Poirot s'intéressa à l'autre côté du corridor. Une chambre avec un lit d'une personne, suivie d'une pièce identique qui l'incita à penser que son occupant n'y séjournait pas tous les jours. Des brosses et des objets de toilette s'alignaient sur la coiffeuse. Poirot tendit l'oreille, puis se glissa dans la pièce. Il ouvrit l'armoire, qui contenait des vêtements féminins rustiques. Le bureau, placé devant la fenêtre, offrait une surface vide. Doucement, il en fit jouer les tiroirs dans lesquels il ne trouva que des papiers sans importance. Poirot descendit au rez-de-chaussée et alla saluer son hôtesse. Il refusa son invitation à prendre une tasse de thé, prétextant que ses amis l'attendaient et qu'il lui fallait très vite attraper le train pour Londres. « Voulez-vous un taxi ? Je pourrais aisément vous en appeler un, ou même vous conduire moi-même chez vos amis. »« Non, madame, c'est trop aimable à vous. » Poirot retourna au village où il emprunta la petite ruelle qui longeait l'église, traversa un pont étroit enjambant un ruisseau et bientôt découvrit, dissimulée par un hêtre énorme, une grosse voiture au volant de laquelle le chauffeur attendait. L'homme se leva pour ouvrir la portière à son maître. Poirot se laissa tomber sur son siège et retira ses chaussures vernies avec un soupir de soulagement. « À présent, nous rentrons à Londres, » annonça-t-il. Le véhicule démarra doucement. La vue d'un jeune homme faisant de l'autostop sur le bord de la chaussée n'avait rien d'extraordinaire. Les yeux du détective se posèrent un instant avec indifférence sur cet adepte de la fraternité, vêtu de façon voyante et coiffé d'une longue chevelure bouclée. Il ressemblait à tant d'autres. Poirot se redressa brusquement, au moment où sa voiture dépassait le garçon, et il cria au chauffeur. « Arrêtez-vous, je vous prie, et reculez un peu. Quelqu'un demande à se faire transporter. » Le chauffeur tourna un regard incrédule vers Poirot, qui hochait doucement la tête. Le serviteur obéit sans comprendre. Le jeune David s'approcha de la portière. « Je n'imaginais pas que vous vous arrêteriez pour moi, » lança-t-il d'un ton enjoué. « Je vous en suis bien reconnaissant. » Il prit place à l'intérieur, posa un petit bagage à ses pieds et promena ses doigts dans sa chevelure. « Ainsi, vous m'avez reconnu ? La manière assez singulière dont vous êtes vêtu rend la chose facile. » « Singulière ? Vous croyez ? Je ne le pense pas. Je suis seulement le membre d'un groupe de gens qui se veulent frères. Et vous avez pris l'école de Van Dyck pour modèle ? Très raffiné. Je n'y ai jamais pensé sous cet angle, mais vous avez peut-être raison. Vous devriez porter un chapeau de gentilhomme et un col de dentelle, si vous me permettez de donner mon avis. Je ne crois pas que nous irons si loin dans ce domaine. Il rit. Mrs. Restaric me déteste franchement. Il faut dire que je le lui rends bien. Je n'aime pas beaucoup Restaric non plus. Il y a quelque chose de singulièrement déplaisant dans un homme d'affaires qui a réussi,
Vous ne trouvez pas? C'est une question de point de vue. Vous avez fait la cour à la jeune fille? C'est là une bien jolie phrase, mais je suppose qu'on peut interpréter la situation ainsi, bien que de son côté la demoiselle me fasse aussi la cour. Je ne suis pas le seul coupable, vous savez. Où se trouve-t-elle en ce moment? David tourna vivement la tête. Pourquoi me demandez-vous cela? J'aimerais faire sa connaissance. Je ne pense pas qu'elle soit votre genre. Le mien non plus, d'ailleurs. Norma est à Londres. Mais vous avez dit à sa belle-mère? On ne confie pas tout aux belles-mères. Où travaille-t-elle dans Londres? Chez un décorateur d'appartements dont j'ai oublié le nom. Susan Phelps, je crois, à King's Road, dans Chelsea. Je présume que ce n'est pas là qu'elle habite. Vous connaissez son adresse? Oui, un grand bâtiment. Mais je ne saisis pas très bien votre intérêt pour Norma. On s'intéresse à tant de choses. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette maison de Cross Hedges aujourd'hui? Et amené clandestinement? J'admets que je suis entré par la porte de derrière. Que cherchiez-vous à l'étage? C'est mon affaire. Je ne voudrais pas me montrer grossier, mais... N'êtes-vous pas un peu indiscret? Je voudrais simplement connaître l'endroit où se cache cette jeune personne. Je vois. Le cher Andrew et la chère Marie, que le diable les emporte, vous emploient pour essayer de la retrouver, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'ils soient au courant de sa disparition. Vous devez bien travailler pour quelqu'un, cependant. Remarque très perspicace, mon ami. Je me demande ce que vous manigancez. C'est pour cela que je vous ai fait signe sur la route. J'espérais que vous me prendriez avec vous et seriez à même de me donner quelques tuyaux. Norma est ma gosse. Je suppose que vous le savez déjà. Il semble que c'est ce que tout le monde pense. Dans ce cas, vous n'ignorez pas où elle est. Monsieur, pardonnez-moi, mais en dehors de votre prénom, je ne pense pas connaître votre nom. Baker. Peut-être, monsieur Baker, vous êtes-vous querellé avec Norma? Non. D'où vous vient cette idée? Miss Restarick est partie de Cross Hedges dimanche soir ou lundi matin, peut-être. Elle aurait pu prendre en effet un autobus lundi de bonne heure et arriver à Londres après 6 heures. De cette façon, elle se présentait à son travail un peu en retard, pas trop. D'habitude, cependant, elle quitte ses parents le dimanche soir. Elle est bien partie de Cross Hedges dimanche soir, mais n'est pas arrivée à Borrowdale Mansions. Apparemment non. Du moins, c'est ce qu'affirme Claudia. Cette Miss Rhys Holland, c'est bien son nom, n'est-ce pas? Vous a-t-elle paru surprise ou inquiète? Grand Dieu, non. Pourquoi le serait-elle? Ces filles ne passent pas leur temps à s'espionner. Mais vous pensiez qu'elle retournerait chez ses amis? Elle n'est pas allée à son travail non plus. Je peux vous confier que ses employeurs en ont par-dessus la tête de Norma. Êtes-vous inquiet, monsieur Baker? Non, naturellement, quoique... Ma foi, je veux bien être pendu si je le sais. Il n'y a aucune raison pour que je sois inquiet, seulement le temps passe. Nous sommes déjà jeudi. Elle ne s'est pas disputée avec vous? Nous ne nous disputons jamais. Et vous êtes inquiet à son sujet, monsieur Baker. En quoi cela vous regarde-t-il à la fin? En rien, mais j'ai cru deviner que quelque chose s'était passé chez ses parents. Miss Restarick n'aime pas sa belle-mère. Elle a bien raison, cette femme est une garce, impitoyable. Si cela peut vous aider, elle n'aime pas Norma non plus. Elle a été malade, paraît-il, et a dû se faire hospitaliser dans un hôpital. De qui parlez-vous? De Norma? Non, je faisais allusion à Mrs. Restarick. Elle s'est rendue, en effet, dans une maison de repos. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Elle est forte comme un cheval. Et Miss Restarick déteste sa belle-mère. Norma est un peu déséquilibrée par moments. Elle prend les choses au tragique, mais je peux vous assurer que les filles détestent toujours leur belle-mère.
Sans doute, mais cette aversion rend-elle toujours la belle-mère malade au point qu'il faille l'emmener à l'hôpital? Où diable voulez-vous en venir? Le jardinage peut-être, l'usage d'herbicides. Qu'est-ce que l'herbicide a à faire dans l'histoire? Suggériez-vous que Norma... Les gens bavardent et les cancans se répandent vite. Insinueriez-vous que quelqu'un a raconté que Norma essayait d'empoisonner sa belle-mère? Ridicule, complètement absurde. C'est très improbable, je vous l'accorde. Au vrai, les gens n'ont pas chuchoté cela. Excusez-moi, j'avais mal compris alors. Mais que vouliez-vous donc dire? Jeune homme, vous devez admettre que lorsque des rumeurs de cette sorte circulent, elles se rapportent toujours au mari. Quoi? Le pauvre Andrew? Peu probable, à mon avis. C'est aussi mon opinion. Mais que fabriquez-vous à Cross Ages? Vous êtes détective? En effet. Mais je ne me suis pas rendu là-bas pour mener une enquête sur une histoire d'empoisonnement. C'est tout ce dont je puis vous assurer. Il s'agit d'une affaire extrêmement confidentielle. Qu'entendez-vous par là? Je suis allé rendre visite à Sir Roderick. Le vieux gâteux? Il est complètement hors d'usage, non? C'est un homme qui est en possession d'un grand nombre de secrets. Il a eu une activité très importante au cours de la dernière guerre. Il connaissait beaucoup de monde. Tout cela est terminé depuis longtemps. Bien sûr, son rôle est achevé depuis longtemps, mais ne comprenez-vous pas qu'il y a un tas de choses qu'il est utile de connaître? Quel genre de choses? Les visages, par exemple. Un visage très connu que Sir Roderick pourrait se rappeler. Une attitude, une façon de s'exprimer, de marcher, un tic. Les gens se souviennent de ces détails, surtout les vieilles personnes. Elles oublient ce qui s'est passé récemment, mais gardent en mémoire ce dont elles ont été témoins, disons 20 ans plus tôt. Ainsi, elles ont le souvenir fidèle de quelqu'un qui cherche à faire oublier ce qu'il était à cette époque. Ces gens âgés peuvent ainsi vous renseigner sur un homme ou une femme qu'ils ont connu ou sur une aventure à laquelle ils ont été mêlés. Disons que j'ai rendu visite à Sir Roderick pour qu'il me fournisse certaines informations. Vraiment? Et il vous les a données? Je suis assez satisfait. David contempla Poirot d'un air incrédule. Je me demande à présent, vous êtes-vous rendu là-bas pour voir le vieux ou pour voir la petite fille qui lui tient compagnie? Aimeriez-vous savoir quelle place elle occupe dans la maison? Je me le suis moi-même souvent demandé. Pensez-vous qu'elle s'y soit insinuée pour soutirer elle aussi des renseignements au vieux? Cette jeune personne m'a fait l'effet d'être très dévouée, très attentionnée. Comment la nommerais-je? Secrétaire? Un mélange d'infirmière, de secrétaire, de demoiselle de compagnie pour oncle solitaire. On pourrait lui trouver un tas de qualificatifs, n'est-ce pas? Il est fou d'elle. Vous en êtes-vous aperçu? Dans les conditions où vit ce vieillard, cela n'a rien d'extraordinaire, protesta Poirot assez sèchement. Je puis vous assurer qu'il y a au moins quelqu'un qui ne l'aime pas, et c'est notre mari. Peut-être cette jeune fille ne l'aime-t-elle pas non plus? C'est ce que vous pensez, hein? Sonia déteste Marie Restaric et a pu découvrir l'endroit où l'on garde l'herbicide? Bah, toute cette histoire est ridicule. Bon, merci de m'avoir prise en charge. Je vais descendre ici. Nous sommes encore à plus de 7 miles de Londres. Aucune importance. Au revoir. Au revoir. Poirot se cala au fond de la voiture alors que David faisait claquer la portière. Mrs. Oliver, très agitée, marchait de long en large dans son salon. Elle venait d'empaqueter un manuscrit dactylographié dont elle avait juste terminé la correction. Elle s'apprêtait à l'expédier à son éditeur qui l'attendait avec impatience et lui téléphonait tous les 3 ou 4 jours à ce sujet. « Voilà, lança l'écrivain en s'adressant à l'éditeur invisible. « J'espère qu'il vous plaira. Moi, je le trouve très mauvais. Il est vrai que je ne sais jamais si ce que j'écris aura ou non du succès. En tout cas,
je ne vous ai pas caché que je le trouvais abominable. Vous n'en avez rien cru, eh bien, attendez un peu et vous verrez. Attendez. Elle ouvrit la porte pour appeler sa bonne, Edith, qu'elle dépêcha à la poste avec le paquet. Et maintenant, soupira-t-elle, que vais-je faire de ma personne? Elle se remit à arpenter la pièce, tout en soliloquant. J'aimerais que les oiseaux exotiques soient encore sur le mur au lieu de ces cerises idiotes. Au moins, j'avais l'impression de vivre dans une forêt tropicale, d'être un lion, un tigre, un léopard ou un guépard. À quoi diantre pourrais-je me comparer dans un verger rempli de cerisiers, sinon à un épouvantail à moineaux? Elle tourna à nouveau en rond. Piailler comme un oiseau, c'est à quoi je devrais m'occuper, remarqua-t-elle avec amertume. Manger des cerises. Je voudrais bien qu'on en trouve à cette époque de l'année. J'aimerais en manger tout de suite. Je me demande. Elle s'approcha du téléphone. Georges répondit à son appel. Je vais m'en assurer, madame. Bientôt, une autre voix lança. Ici Hercule Poirot, pour vous servir, madame. Où étiez-vous? Je suppose que vous êtes allé rendre visite au Restaric? Avez-vous vu Sir Roderick? Qu'avez-vous découvert? Rien. Quel dommage! Non, je ne le pense pas. Il est plutôt étonnant que je n'ai rien découvert. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que cela signifie ou bien qu'il n'y avait rien à découvrir, et cela, laissez-moi vous le confier, ne s'accorde pas avec les circonstances, ou bien que quelque chose a été adroitement dissimulé. Au fait, Mrs. Restaric ne savait pas que la jeune fille avait disparu. Vous voulez dire qu'elle n'a rien à voir avec sa disparition? Apparemment, j'ai rencontré le jeune homme là-bas. Le jeune homme indésirable que personne n'aime? C'est cela, le jeune homme indésirable. Pensez-vous qu'il le soit? Cela dépend du point de vue où l'on se place. Pas de celui de la jeune fille, j'imagine. La jeune fille qui m'a rendu visite un matin aurait, j'en suis sûre, été très attirée par lui. Est-il vraiment affreux? Il est très beau, au contraire. Beau? Je ne suis pas sûre d'aimer les beaux jeunes gens. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui les aiment, elles. Vous avez raison, elles apprécient les extrêmes. Pour elles, les garçons doivent être assez beaux pour pouvoir poser chez un peintre de la Restauration ou bien crasseux comme des clochards. Et il semblerait que lui aussi ignore où se cache Norma en ce moment. À moins qu'il refuse de le révéler. Il s'est rendu à Cross Hedges. Pourquoi? Il a même pris la peine de s'introduire dans la maison sans se faire remarquer. À nouveau, pourquoi? Cherchait-il la jeune fille ou quelque chose d'autre? Vous pensez qu'il cherchait quelque chose? Il a visité la chambre de Norma. Comment êtes-vous au courant? L'y avez-vous surpris? Non. Je l'ai rencontré qui descendait les escaliers. Mais j'ai découvert une trace de boue sur le tapis de la chambre de Norma, qui pouvait très bien provenir des bottes du garçon. Il est possible aussi qu'elle ait elle-même prié de lui rapporter quelque chose. Les hypothèses sont nombreuses. Il y a une autre jeune fille dans la maison, et elle est jolie. Il aurait pu encore se rendre chez les Restaric pour la rencontrer. Qu'allez-vous entreprendre, à présent? Rien. Ce n'est pas beaucoup. J'espère recevoir une petite information de personne que j'emploie à cet usage, bien qu'il soit possible que je n'apprenne rien du tout. Mais ne tenterez-vous rien? Pas pour le moment. Eh bien, moi, je vais agir. Je vous en prie, chère madame, soyez extrêmement prudente. Quelle bêtise! Que pourrait-il m'arriver? Là où il y a un meurtre, n'importe quoi peut arriver. C'est moi, Hercule Poirot, qui vous le dis.